Elon Musk a monté une société dans laquelle il se propose de constituer des dispositifs de stockage d'informations pour augmenter nos propres mémoires. Et bien sûr, on pourrait, au lieu de passer des années à l'école, mettre le bon module dans la tête. Certes, ce serait moins d'efforts, mais si cela advenait un jour, ça veut dire que M. Musk pourrait nous mettre ce qu'il veut dans la tête, ce qui serait vraiment effrayant. Ne nous faites pas peur, c'est horrible. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle. Alors l'IA s'est imposée partout dans nos vies, nos écoles, nos entreprises. Et comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle vise à reproduire notre aptitude humaine à apprendre, à raisonner, à mémoriser. Désormais, il n'est plus besoin de retenir par cœur son cours d'histoire ou de prendre la peine d'écrire une lettre de motivation. ChatGPT ou le smartphone le font pour nous. Mais alors, que reste-t-il de nos mémoires humaines ? Deviendraient-elles fainéantes ? Seront-elles remplacées dans un monde futur par des mémoires numériques ? Et le monde s'en porterait-il aussi bien ? Jean-Gabriel Ganassia, vous avez 20 minutes. Merci. Juste avant de commencer, quand on parle de mémoire humaine, forcément on pense à la mémoire numérique, c'est son versant. Est-ce que ça existe, la mémoire numérique, et qu'est-ce que c'est exactement ? Le terme mémoire a été utilisé depuis très longtemps pour caractériser les dispositifs de stockage d'informations sur les ordinateurs. Le terme n'est que partiellement une mémoire, ça ressemble à nos mémoires, mais ça n'en recouvre qu'un seul des aspects qui est le stockage d'informations. La mémoire numérique, c'est donc un dispositif de stockage, mais c'est colossal, sa puissance. La quantité d'informations qui est stockée est vertigineuse. On a des dispositifs de stockage qui font qu'on va pouvoir disposer de l'équivalent de la Bibliothèque nationale de France dans une petite clé USB qu'on pourra mettre dans sa poche. Mais toute la question, bien sûr, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de la poche à la tête, et puis encore plus de la poche au cœur, parce que non seulement il faut l'avoir dans la tête, mais il faut être aussi capable de l'approprier totalement, cette mémoire. Et alors justement, cette mémoire numérique, elle est colossale, comme vous dites, vertigineuse, mais est-ce qu'elle est comparable à la mémoire humaine ? Alors, elle n'est pas du tout comparable. Un très grand acteur du numérique, Elon Musk, a monté une société dans laquelle il se propose de constituer des dispositifs de stockage d'informations pour augmenter nos propres mémoires. Et bien sûr, c'est quelque chose de totalement illusoire, puisqu'il fait l'impasse sur ces deux processus essentiels qui sont le codage, comment est-ce qu'on va passer des impressions sensibles à ce dispositif de stockage, et puis ensuite comment est-ce qu'on va accéder au contenu de ce dispositif de stockage. C'est très dommage, bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait, au lieu de passer des années à l'école pour apprendre les déclinaisons latines ou les verbes irréguliers anglais, il suffirait de mettre le bon module dans la tête. Mais en même temps, c'est heureux parce que certes ce serait moins d'efforts, mais si cela advenait un jour, ça veut dire que M. Musk pourrait nous mettre ce qu'il veut dans la tête, ce qui serait vraiment effrayant. Ne nous faites pas peur, c'est horrible. En gros, si je comprends bien, la mémoire humaine, elle est capable d'encoder une information, la stocker et la récupérer, comme la Madeleine de Proust, rien qu'avec une odeur. En revanche, la mémoire numérique, elle ne fait que stocker. Oui, mais je voudrais rajouter quand même un point. Elle stocke, mais la mémoire humaine, mais en même temps, elle modifie. Et ça, c'est extrêmement important parce que la capacité d'abstraction, tout ce qui est lié au rêve, par exemple, on ne sait pas très bien quelle en est la fonction, mais certainement, c'est aussi de nous permettre de réorganiser nos propres mémoires. Et ça, bien sûr, ça n'existe pas sur le numérique. Si la mémoire numérique n'est qu'un dispositif de stockage, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez cité les livres, ce n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité, les livres ont toujours endossé ce rôle de compiler nos histoires, nos mémoires. Alors en quoi l'intelligence artificielle est-elle différente de ce point de vue ? Il n'est pas certain que ce soit totalement différent, mais ça l'est parce que c'est la quantité qui est vertigineuse, puisque si on compare au nombre de livres, je vous l'ai dit, les 14 millions d'ouvrages inscrits au catalogue des livrets imprimés tiennent dans la poche. Donc déjà, ça change, il y a une question de dimension. Et puis deuxième aspect, c'est que l'accès
l'accès à ces dispositifs est beaucoup plus facile, car il fallait se déplacer pour aller à la Bibliothèque nationale de France, et puis ensuite un bibliothécaire qui nous donne les informations. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils informatiques, on peut à n'importe quelle heure du jour et de la nuit accéder à ces informations? C'est ce qui se produit sur le web, et on a des techniques informatiques qui permettent de retrouver les éléments d'information que l'on souhaite, les moteurs de recherche, etc. Donc tout ça, bien sûr, c'est extrêmement nouveau. Alors ce qui est formidable avec ça, c'est que la connaissance se démocratise. C'est que les livres qui étaient chers pendant toute l'histoire de l'humanité, c'était difficile d'accès. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde instantanément. Donc de ce point de vue-là, c'est un immense progrès pour l'humanité. Si la connaissance s'est démocratisée, cela devrait nous rendre forcément plus intelligents, en tout cas nous aider à mieux raisonner. Or, il y a une peur inhérente, planante, j'ai envie de dire, dans nos sociétés, qui tend à penser que la mémoire numérique nous rendrait peut-être moins performants, peut-être même moins intelligents. Alors c'est une question extrêmement ancienne. Vous savez, dans un dialogue très célèbre de Platon, le Phèdre, Socrate pose la question, et le jeune Phèdre, justement, cache un papier sur lequel il a pris des notes pour parler, et il lui dit attention, justement, ça veut dire que c'est pas toi qui parles. Il y a une espèce de trahison du support externe de mémoire. Donc ça, c'est la première question qui se pose depuis extrêmement longtemps. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que en déléguant nos propres mémoires à des supports externes, est-ce que nous allons moins l'exercer? C'est-à-dire que si on considère la mémoire un peu comme un muscle, et si on ne l'exerce plus, et bien à ce moment-là, elle s'affaiblira nécessairement. Et cette crainte, c'est-à-dire est-ce que la mémoire numérique, est-ce que l'intelligence artificielle rend nos mémoires plus fainéantes? C'est une question, disons qu'il est vrai que si des tâches cognitives ne sont plus exécutées, à ce moment-là, on sait moins les faire. Par exemple, le calcul mental, que tout le monde apprenait à l'école primaire, aujourd'hui tend à disparaître. Quand on va en général dans une boulangerie, la caissière ou la boulangère utilise une calculette. On a d'autres expériences, par exemple les chauffeurs de taxi londoniens qui avaient l'habitude de se repérer dans l'espace et donc qui avaient des caractéristiques neurologiques particulières, c'est-à-dire qu'une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe qui permet de stocker l'organisation en mémoire, mais on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on utilisait le GPS, ils ne faisaient plus cet effort et donc ils avaient des facultés de repérage dans l'espace qui diminuaient. Mais bien sûr, tout ça... c'est extrêmement difficile à évaluer parce qu'en même temps, c'est grâce aux livres que nous connaissons mieux et que nous connaissons plus. Et donc, les supports externes nous permettent aussi d'être au courant de tout un tas de connaissances et d'informations. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le web. Lorsque nous avons une question que nous nous posons, nous consultons des encyclopédies en ligne immédiatement. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes peut-être mieux informés que ce que pouvaient l'être nos parents ou grands-parents qui avaient des encyclopédies mais qui étaient plus difficiles d'accès. On perd aussi le réflexe d'aller chercher l'information dans nos mémoires puisqu'en fait on délègue cette tâche à nos smartphones en allant chercher la réponse sur nos smartphones. Je donne un exemple, je recherche la capitale du Sri Lanka parce que je suis dans une discussion et qu'à un moment donné on parle de ça. Si je m'en souviens pas, est-ce que je vais prendre la peine de le chercher dans ma mémoire? Je l'ai oublié. Non, je vais aller le chercher directement sur mon smartphone et je vais trouver Colombo. Oui, mais justement, en allant le chercher plusieurs fois sur le smartphone, après, ça restera imprimé dans nos mémoires. Donc, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous disiez tout à l'heure qu'on est soumis à une quantité phénoménale d'informations et ces informations qui nous viennent sans parfois qu'on les demande, sans qu'on les sollicite, nous rend aussi parfois moins attentifs aux choses. Donc, est-ce que ça, c'est une des conséquences de cette intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle diminue notre attention? Alors, c'est une conséquence du numérique en général. Nous sommes soumis à des flots
d'information de plus en plus important. Nos capacités cognitives sont sollicitées. Et d'autre part, comme elles sont sollicitées de façon incessante, elles peuvent être aussi sollicitées de façon multiple. Et donc, ça conduit à ce qu'on appelle le parallélisme de l'attention. Ça peut être mauvais parce que pour mémoriser, il faut bien sûr se concentrer sur un élément particulier. Et des études ont été faites sur des joueurs qui avaient l'habitude de jouer à des jeux massivement parallèles et qui avaient une attitude un tout petit peu compulsive sur ces jeux massivement parallèles. Et on a vu qu'ils avaient d'abord des évolutions de leur capacité cognitive, c'est-à-dire que non seulement ils mémorisaient moins, mais ils avaient même des capacités d'attention plus faible, c'est-à-dire bizarrement, le fait de solliciter de façon parallèle son attention est mauvais. C'est ce que tout le monde a tendance à faire. Moi, je sais qu'en enseignant, aujourd'hui, on a des difficultés parce que les élèves sont sur leurs ordinateurs et dès qu'on ne capte pas leur attention, ils ont tendance à aller sur Internet et à faire autre chose. Et certainement que ça a des effets assez délétères. On a des signaux d'alerte qui ont été lancés il y a quelque temps. On a dit le QI global de la population diminue, mais c'est très difficile à mesurer de façon précise. Pendant longtemps, le QI a augmenté parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient éduquées. Et donc, il se peut qu'il y ait un plateau aujourd'hui, bien sûr. Peut-être qu'un jour, effectivement, il y aura une diminution. Mais en même temps, on sait que le QI, c'est la résultante d'un test qui évalue un certain nombre de facultés cognitives et que ces facultés cognitives évoluent de toute façon avec le temps, parce qu'elles sont liées à l'éducation, elles sont liées aux habitudes. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de lancer un signal d'alarme. Ensuite, il faut bien comprendre que l'intelligence, c'est pas simplement le QI. Le QI, ce n'est qu'une évaluation d'un certain nombre de capacités, de réponses à un certain nombre de tests, mais on sait que l'intelligence, c'est la résultante de tout un tas de facultés mentales. Ça peut être par exemple la perception, ça peut être la mémorisation, ça peut être les facultés de raisonnement, ça peut être l'aptitude à communiquer, et on sait bien sûr que selon les individus, ces facultés sont extrêmement différentes, et donc l'idée qu'on puisse mesurer l'intelligence est tout à fait problématique, on le sait depuis très longtemps. Donc il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent clairement que le numérique nous rend moins intelligents. Non, pas pour l'instant. Ouf, on est rassuré. En revanche, vous disiez tout à l'heure qu'on avait accès à un puits de connaissances et pourtant, les algorithmes font qu'elles nous envoient des informations qui vont forcément nous intéresser. Donc quelque part, les algorithmes restreignent notre champ de connaissances, notre accès à toute cette connaissance en tout cas. Alors d'abord, il faut rappeler que les algorithmes sont très anciens et ce dont vous parlez, ce sont les algorithmes de recommandation. Mais je voudrais rappeler d'abord que le terme algorithme se réfère à un mathématicien persan, Al-Khwarizmi, et ça désigne des méthodes de résolution d'équations qu'on opère de façon successive. Et les ordinateurs sont des machines qui ont la capacité à exécuter des algorithmes, à exécuter des séquences d'opérations logiques. Mais les algorithmes existent bien avant les ordinateurs. Et par exemple, une constitution, c'est un algorithme. Ça vous indique qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment. Alors, ce dont vous parlez sont des algorithmes particuliers qui ont été utilisés par les grandes sociétés de l'Internet pour savoir quels sont nos désirs, pour anticiper nos envies, nos besoins. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'ils veulent faire de la publicité ciblée. Afin que le taux de retour soit plus élevé, on va vous donner les éléments d'information, plus exactement, on va vous vanter des produits que vous êtes susceptible d'acheter. Un journaliste, Bruno Patino, parlait de la civilisation des poissons rouges. Nous allons être chacun dans notre bocal, car nous allons percevoir qu'une information qui nous convient, ce qui sera beaucoup plus agréable parce que nous aurons l'information qui nous convient, qui convient à tous nos amis, et nous serons tous d'accord entre nous, mais bien sûr, nous ne verrons plus le monde, et ça risque de conduire à des sociétés de plus en plus fragmentées, conflictuelles, et l'espace public, qui était la condition de la démocratie, celui de la délibération, celui-là risque de disparaître. Donc on voit bien que
ces dispositifs, ces supports externes de mémoire, et puis cet accès aux mémoires que nous procure le web, qui sont extrêmement positifs puisque c'est une très grande démocratisation de la connaissance, et en même temps, ça peut avoir des effets extrêmement négatifs, parce que nos capacités cognitives étant trop faibles, bien sûr, on ne peut pas tout prendre, donc on va être capable uniquement de centrer notre attention sur des informations spécifiques, et qui plus est, ces informations, comme elles ne seront pas communes à tout le monde, elles ne seront pas débattues, et pour certaines d'entre elles, elles peuvent être fausses, sans que personne, de notre connaissance bien sûr, puisse les démentir, même si d'autres les ont démenties, mais peut-être qu'on n'accédera jamais aux démentis des autres personnes qui savent qu'elles sont fausses. Pour rebondir sur l'idée de la civilisation du poisson rouge où nous vivons chacun dans notre bocal, les anglo-saxons ont inventé un journal télévisé personnalisé. Et c'est grâce à l'IA qu'on l'a mis en place, c'est-à-dire qu'on se met devant son JT et on va vous fournir des actualités qui vont forcément vous intéresser. Oui, alors ça s'appelle Channel One et ça a été mis en place avec des techniques d'IA générative. Et l'idée, c'est que les contenus vous seront adressés personnellement et les images d'ailleurs seront synthétisées. Et donc là, ce sera extrêmement agréable parce que vous aurez que ce dont vous avez besoin, que ce qui vous fait plaisir. Mais justement, peut-être que l'accès à l'information, ça doit être commun à tout le monde, et quelquefois c'est pas très drôle. Comme je suis assez vieux, j'ai le souvenir quand j'étais enfant de l'ORTF avec la première chaîne en noir et blanc. C'était un peu triste, mais c'était peut-être la condition pour avoir une information commune dont tout le monde pouvait parler ensemble. Tandis que si vous avez votre journal personnel, vous ne serez plus du tout capable d'en discuter avec d'autres. Alors, il y a une chose que la mémoire numérique ou que même l'intelligence artificielle ne peut pas faire, en tout cas j'espère que vous allez me rassurer de ce point de vue, c'est qu'elle ne peut pas penser, ou du moins elle peut peut-être nous aider à mieux penser, mais peut-elle vraiment penser comme un humain ? On peut avoir des machines qui font illusion. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles pensent ? Alors ça, c'est une question vertigineuse, bien sûr. Mais en tout cas, on peut avoir des machines qui vont nous tromper. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et en même temps, très, très intéressant. Donc, avec, en particulier, les grands modèles de langage, on est en mesure de faire des machines qui génèrent des textes qui sont assez bien construits, syntactiquement corrects. Alors ces modèles de langage sont extraordinaires parce que ce sont des formes de mémoire. Mais ce sont des mémoires un peu particulières parce que justement, ce que l'on fait avec, c'est qu'on essaye de mémoriser l'ensemble de la langue. Donc pour ça, on prend d'immenses réseaux de neurones et on va les entraîner sur des très grands corpus. Alors de centaines de milliers d'ouvrages. Vous voyez, c'est quelque chose comme à peu près le 10e de la Bibliothèque nationale de France, qui est vraiment colossal. Et qu'est-ce qu'on essaye d'apprendre avec ça ? Ce sont les relations entre les mots. Les linguistes introduisent un terme qui est ce qu'on appelle l'esprit de la langue. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un locuteur sait que quelque chose est correct ou quelque chose incorrect, même s'il n'a jamais appris la grammaire. Un enfant de 6 ans, il sait tout de suite, c'est du français, c'est pas du français. Quelle est l'idée de ces grands modèles de langage ? C'est d'extraire cet esprit de la langue à partir d'immenses quantités de textes pour générer de nouveaux textes. Alors ça a beaucoup surpris les linguistes parce que pendant longtemps on pensait qu'une langue c'était d'abord un lexique et puis une syntaxe, une grammaire. Et là ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, c'est qu'en réalité il suffit de détecter des relations statistiques entre les mots ou même des sous-parties de mots, c'est ce qu'on appelle des tokens en anglais, des jetons, et tout ça, ça permet de reproduire des phrases sans que jamais on ait donné explicitement les règles de grammaire. C'est-à-dire là on touche à quelque chose qui ressemble vraiment à la mémoire humaine. Je pense à l'imagination, si on est capable d'imaginer des mots. Donc là, il y a bien le mot imagination. Est-ce que ça, l'intelligence artificielle est capable de nous mimer ? Tout à fait. Mais ça fait longtemps. Bien avant l'intelligence artificielle générative, on s'est demandé si une machine pouvait être créative. Et pour cela, bien sûr, on va essayer de reproduire un peu ce travail que fait la mémoire qui combine des éléments du passé. Alors moi-même, j'ai travaillé au début des années 90 avec des étudiants sur une machine qui générait la ligne de basse dans un trio rythmique en jazz. Alors, comme vous savez qu'il y a beaucoup d'improvisation, donc ça correspond à une forme de créativité. Et on le faisait avec des stockages d'éléments musicaux, des mélodies, des rythmes, etc., qu'on combinait en fonction du contexte d'abord, puisque c'est qu'un trio rythmique, les musiciens de jazz, ils s'entendent en fonction de l'ambiance, etc., et puis d'une grille d'accords qui donne les caractéristiques générales de la musique
que l'on va essayer de produire. Et donc, vous voyez, c'est une forme d'imagination. De même, il y a eu des travaux sur la peinture, enfin plus exactement sur la création picturale avec des ordinateurs. Donc ça, effectivement, ça fait partie de ce qu'on est capable de simuler avec des outils d'intelligence artificielle. Et ce qui est passionnant, c'est ensuite de confronter la genèse de texte ou de musique avec ce que font des vrais musiciens. Nous, on l'avait fait sur la ligne de base, d'ailleurs, avec des bassistes, et c'était extrêmement intéressant. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va beaucoup plus loin, parce qu'on utilise cette mémoire de la langue pour être capable de construire des textes, ou on est capable aussi même de générer des images avec d'autres techniques qui sont issues de l'intelligence artificielle et qui permettent bien sûr de faire des tableaux tout à fait extraordinaires. Comme l'imagination humaine, on est capable du meilleur comme du pire. On est capable effectivement de générer de fausses images, des fake news, des rumeurs. C'est aussi le pendant de cette intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies. Alors tout à fait, c'est l'un des dangers, c'est que on peut fabriquer n'importe quoi. Alors ça fait longtemps qu'il existe des fausses informations. Sun Tzu, je crois, dans l'art de la guerre, expliquait que si on veut déstabiliser l'adversaire, il faut instiller le doute, introduire des éléments faux chez lui. Ce qui change, c'est qu'on est capable de produire massivement des informations fausses. Ça, c'est le premier point. Et n'importe qui peut le faire de sa cuisine, parce qu'avant, un dessin, une caricature, il fallait quand même avoir du talent pour la faire. Et la deuxième chose, c'est que ces images générées, ou ces vidéos générées, ou ces paroles tenues, elles ressemblent à du vrai parce que c'est un peu comme des photographies. Et le risque aujourd'hui, c'est que avec ces images générées, on ait l'impression que c'est comme ça. Par exemple, vous voyez une bande vidéo avec un président de la République qui vous dit quelque chose, vous avez l'impression qu'il l'a vraiment prononcé, or que ça peut être totalement fabriqué. Jean-Gabriel Ganassia, avant de terminer, est-ce que vous avez des conseils pour bien utiliser ces outils numériques pour peut-être qu'ils nous rendent meilleurs ? Oui, moi je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait une éducation aux médias numériques le plus précocement possible. Et d'autre part, je crois que ce qui est vraiment essentiel, c'est d'être capable d'être lucide, c'est-à-dire de rechercher chaque fois qu'on a une information, les sources de cette information, voir d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'on est tous un peu comme des journalistes, on a tous une responsabilité. Deuxièmement, se refuser à diffuser n'importe quoi et savoir qu'on est des citoyens et qu'on doit tous avoir une responsabilité sur les informations que l'on diffuse. Tout sur la mémoire, le podcast épisode 4, c'est fini. Merci Jean-Gabriel Ganassia, informaticien expert en intelligence artificielle, de nous avoir éclairé sur la mémoire numérique, ses opportunités et ses dangers. Cet échange était passionnant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver tout sur la mémoire sur Instagram, Facebook et YouTube, et plein d'autres informations sur le fonctionnement de nos mémoires sur le site internet de l'Observatoire B2V des mémoires.